C'est une véritable météo belge qui accueille les concurrents sur le circuit de Francorchamps pour le Spa Classique. Pluie, vent et température automnale n'annoncent rien de bon pour la journée de vendredi et les premiers essais en piste. Mais qu'à cela ne tienne, les pilotes sont téméraires et courageux et ils se lancent sur cette piste de 7 km de long. Un circuit qui fait partie du patrimoine mondial de la course automobile, un circuit pour les gros cœurs, un circuit que seuls ceux qui l'ont déjà parcouru au volant d'une voiture de course peuvent mesurer le plaisir et les poussées d'adrénaline qu'il procure. Comment ça se passe? Ça va bien, j'avais eu un peu trop de frein sur l'avant, j'en ai remis sur l'arrière. Donc anti Comme ça, arrière, ouais. ok. Rouler à Spa au volant d'une voiture de course est une chose, mais y rouler au volant d'une monoplace, c'est le Graal absolu. C'est sans doute pour cela que l'équipe de Peterauto n'a pas eu de mal à réunir un plateau de Formule 2. Une nouvelle série très prometteuse dont la saison débute dans la Ardennes belge avec des essais sous la pluie. Après la pluie et le beau temps, il n'y a rien de plus vrai à Spa-Francorchamps. Dès le samedi matin, le soleil brille et le meeting du Spa Classique prend une toute autre couleur. Le sourire est sur tous les visages et principalement sur ceux des pilotes de Euro F2. Cette nouvelle série Peterauto est un véritable régal pour les spectateurs car les voitures sont d'une étonnante variété. En Euro F2, les départs sont donnés arrêtés bien entendu et cela ajoute encore un peu au spectacle. Les constructeurs de châssis étaient légion à l'époque du championnat d'Europe de Formule 2 entre 67 et 78. Brabham, March, Lola, Lotus, Ralph, Chevron, tout comme les moteurs d'ailleurs. Le règlement de la F2 était également assez libre dans les années 70 et puis bon nombre de pilotes ont fait leurs armes au volant de ces monoplaces hyper spectaculaires. X, Beltoise, Regazzoni, Peterson, Depailler, Lafitte sont parmi les champions couronnés. Les voitures de cette série Euro F2 sont de véritables monoplaces excitantes à conduire et c'est un pilote de référence dans le milieu de la course de monoplace historique qui le dit. Je pense que tout le monde qui les conduit les adore. Si jamais tu veux vendre une voiture, demande à quelqu'un de t'acheter une F2 comme j'ai ici. Elles sont plus faciles à utiliser que les Formule 1 et encore plus compétitives que les autres voitures de course. C'est d'ailleurs Martin Stretton qui s'impose en Euro F2 à Spa dans les deux courses du week-end. Le Spa Classique, c'est bien entendu d'innombrables courses et démonstrations en piste, mais c'est également de nombreuses distractions et activités dans le paddock. On flâne, on s'amuse et bien entendu, les moteurs ne sont jamais bien loin. Tout comme les F2, les groupes C recueillent les faveurs du public. Ce genre de voiture, à Spa, reste un must à piloter et à admirer en piste ou dans les paddocks. Dans le cœur de Gérard Lopez, ancien propriétaire du team Lotus de Formule 1 et passionné de sport auto ainsi que collectionneur, les groupes C ont une place particulière. Pour moi, c'est parmi les plus belles voitures au monde depuis toujours.
c'est la Toyota qui a fait le plus de courses au Mans. En fait, c'est une voiture qui a été construite spécifiquement pour le Mans. Elle a fait le Mans en 92, 93 et 94. Elle a fait de mémoire 5, 4 et 6. Elle a gagné sa catégorie. Et c'est une voiture qui est très rare. En fait, il n'y a que 2 châssis. Ça, c'est le châssis numéro 1. Le châssis numéro 2 est à l'usine. Et même si j'ai d'autres voitures, j'aime bien la faire rouler parce qu'elle est assez unique en fait. Donc c'est sympa. Le plateau groupe C avait du cachet au Spa classique, avec quelques têtes d'affiche, telles que des Jaguar XJR 14, bien entendu les splendides et mythiques Porsche 962 et une Mercedes C11. Au volant, Nicolas Minassian. De toute façon, au bout du compte, c'est une voiture de course. Donc non, c'est pas différent, c'est juste toujours un petit peu à l'ancienne. Il faut faire embrayage pour monter les vitesses, talon-pointe, faire attention on va faire des sur-régimes sur le moteur. Donc c'est quand même toujours l'ambiance endurance. Et maintenant, c'est devenu un petit peu plus du sprint d'endurance parce qu'on roule 24 heures à fond pendant toute la course sans vraiment prendre de précautions. Parce que là, il y avait encore quand même l'élément... il fallait vachement réfléchir en conduisant la voiture. Mais c'est quand même des autos fabuleuses parce que ça va très vite. Et puis quand même, il y avait, même si c'était une technologie assez basique, c'est quand même des autos vachement bien équilibrées. Mais face à tous ces monstres, pour la plupart voitures d'usine à l'époque, c'est une Spice qui décroche la victoire dans les 2 courses du week-end, une voiture très bien pilotée par Steve Tandy. Lors de la journée de samedi, les courses s'enchaînent à un rythme effréné sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le plateau 60 Endurance est le mieux fourni du week-end, avec pas loin de 80 voitures engagées. Parmi elles, 2 modèles ont retenu notre attention, 2 voitures que tout oppose, la Shelby Cobra Daytona et une Elva. L'américaine tout d'abord. Elle est une reconstruction sur base de Cobra avec l'accord de Carroll Shelby. Il s'agit donc du 7e exemplaire construit de la mythique Daytona. Tout le monde croit que la seule Daytona c'est la Ferrari, mais il y a la Cobra Daytona aussi et celle-là, ça a été vraiment une voiture exceptionnelle. Ce sont des Cobra qui ont été faites parce que le style normal de Cobra n'arrivait pas à atteindre les vitesses qu'on devait atteindre pour gagner le Mans. Et la seule course qu'ils n'avaient pas gagnée, c'était le Mans. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait la Daytona qui était beaucoup plus aérodynamique. La Elva, c'est une toute autre histoire. Un petit prototype construit à 3 exemplaires par une marque britannique disparue à la fin des années 60. La genèse de la marque est amusante.
Quand la première voiture fut testée, le fils du propriétaire était avec un ami francophone. Et quand la voiture passait devant eux, en fait, il a crié « Elva ». Et c'est comme ça apparemment que le nom de la voiture est resté. Les voitures du 60s n'ont pas connu à l'époque le tracé actuel du circuit de Spa. Dans les années 60, la piste développait 14 km et était plus rapide encore que celle de l'heure actuelle. Les machines équipées de gros moteurs étaient reines, telles que la splendide Lister Knobli d'Ivan Mahé, toujours spectaculaire à voir dans ses longues dérives. Les Shelby Cobra étaient également très efficaces et rapides, ce qui est d'ailleurs toujours le cas actuellement. Et ça n'est pas les quelques gouttes de pluie de la fin de course qui les ont empêchés de monopoliser les premières places. Christophe Van Riet s'en est donné à cœur joie sur une piste grasse et glissante. Au final, la victoire revient à Philippe Ottely qui devance 3 autres Shelby Cobra. Les courses les plus attendues par le public sont celles du HTC. En Belgique, les 24 heures de Spa ont toujours été un événement populaire et durant les années 70 et 80, tous les petits garçons du royaume ont rêvé des victoires des Ford Capri, des BMW 3 litres CSL ou encore des 635 CSI. Parmi ces petits garçons, Raphaël de Bormann, qui pilote à présent au sein du team GP Motors. Dans la série HTC, on a 8 voitures et parmi ces voitures, on a 2 voitures assez particulières vu qu'elles ont gagné les 24 heures de Francorchamps à l'époque. On a la Ford Capri RS 2600 qui a gagné les 24 heures en 1971 avec Alex Sellerlo et Dieter Glemser. On a également la BMW CSL qui a gagné les 24 heures en 76, c'est la surprise générale. Oui, pour l'équipe, c'est forcément toujours plus sympathique de travailler sur ce genre de voitures qui ont une histoire avec elles. Et puis il y a toute la recherche historique, de voir, voilà, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle photo de la voiture à l'époque, c'est un petit trésor qu'on découvre. Et je pense que voilà, derrière la partie mécanique, il y a également toute l'histoire qui s'y rattache. Et ça fait plaisir, c'est sûr. Des voitures originales en état impeccable qui s'affrontent lors de 2 courses en fin de journée. En piste pour la première fois dans un meeting Peter Auto, cette Chevrolet Camaro Bastos. Une voiture mythique des 24 heures de Francorchamps qui n'a jamais triomphé dans le double tour d'horloge ardennais et ça n'est pas encore cette année qu'elle a pu briller. Pas plus d'ailleurs que les BMW pourtant, c'est la marque qui est détentrice du record de victoires aux 24 heures avec 23 succès. Cette année, c'est à nouveau Ford qui s'impose dans cette évocation des 24 heures. À 2 reprises, Yves Chemama place sa Ford Capri 2600 RS sur la plus haute marche du podium et c'est à la lueur des phares que s'est achevée la journée de samedi sur la piste de Spa-Francorchamps. Il n'y a pas d'essence. Super, génial. Bravo. Bien sûr, les pilotes n'en avaient pas totalement terminé une fois les moteurs coupés pour la nuit. Mais ça, c'est une autre histoire qui s'est déroulée au Drivers Club.
Au terme d'une courte nuit de sommeil, le circuit de Spa s'éveille toujours sous le soleil pour une journée un peu plus calme que celle du samedi. Et ce sont les voitures de CER qui ouvrent le bal. Le CER2, ce sont des machines qui font écho aux courses d'endurance de la période qui s'étale de 1966 à 1981 avec des protos et des GT alignés dans les mêmes épreuves. À Spa, elles ont roulé dans le cadre du championnat du monde des voitures de sport à l'époque. On parlait des 6 heures de Spa-Francorchamps. Bell, X, Jarier, Pescarolo, Seifert, pour ne citer que, ont inscrit leur nom au palmarès de cette course. Porsche, Mirage, Matra, Alfa Romeo ont remporté l'épreuve à l'époque et bien entendu Ferrari avec Redman et Merzario en 1972 sur un modèle identique à celle-ci, une 312 PB. Au Spa Classique, elle était pilotée par Gianni Lavaggi qui a réalisé un véritable festival de dépassement. Si cette Ferrari est connue et archi-connue de tous les amateurs de voitures d'endurance, quels sont ceux qui se souviennent des GRAC? Allez, un peu d'histoire. GRAC signifie Groupement de recherche des automobiles de compétition. Une marque développée par Serge Asiosmanov. La MT-16 que vous avez sous les yeux est la seule rescapée des 3 machines de la saison 1972. Malheureusement, il y en a eu 3 de fabriquées et celle du Mans, elle a brûlé aux essais. Donc elle a été détruite complètement. Donc il en reste 2. Une apparemment en épave quelque part, apparemment il se dit en Suisse. Et donc par contre celle-là qui a été bien refaite et qui est complètement conforme à l'époque où elle roulait en 1972, 24 heures du Mans. Elle est complètement en réplique de l'époque. L'histoire se répète, la GRAC ne participera pas à la course à la suite de problèmes lors des essais. À Spa, le CER2 est remporté par Yves Chemama, un habitué de la plus haute marche du podium et qui une nouvelle fois fait triompher la Toge en catégorie proto. En GT, c'est une des plus populaires du plateau qui gagne, la Lancia Beta Monte Carlo Turbo de Franco Meiners. Onze exemplaires ont été construits et durant 2 saisons, les belles italiennes ont mené la vie dure au Porsche dans le championnat du monde d'endurance. La Beta Monte Carlo ne peut pas cacher sa filiation avec la mythique 037. C'est d'ailleurs un peu la mama de la 037 Rally. Avec son petit moteur de 1,4 litre de cylindrée et son énorme turbo, elle n'était pas simple à piloter et c'est toujours le cas aujourd'hui. La guida è difficile perché Elle est difficile à piloter, car en dessous de 6000 tours, le moteur ne développe que 100 chevaux. À partir de 6000 tours jusqu'à 8000 tours, là, elle développe 380 chevaux. Il faut donc changer rapidement de vitesse pour rester dans cette plage de régime. Plus de 20 000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous dans les Ardennes belges et un nombre impressionnant de clubs de collectionneurs avaient l'honneur de se garer au cœur même du paddock. Le nombre de marques représentées est impressionnant. Il y avait par exemple le club hollandais Donkervoort, venu en voisin. Ouais, on n'est jamais venu ici, donc c'est génial de voir toutes les voitures, toutes les vieilles voitures du Mans, les belles Porsche, les BM des années 70 et 80. Ouais, on adore la course et on adore les voitures, c'est pour ça qu'on est là. Du côté du club Lotus, on bombait le torse de fierté tout en n'oubliant pas de jeter un œil dans le jardin du voisin. Ouais, bien entendu, on regarde les autres voitures, on les respecte, mais on préfère les Lotus. Alors comment ça arrive ? Quand t'es gamin, tu vois, de 18 à 26 ans, tu peux pas t'en payer une. Alors t'arrives à 40 ans, t'achètes une Lotus et tu viens ici. Chez Fiat, en revanche, on avait opté pour la qualité et la rareté. Vous avez celle-ci notamment qui est une 2100 cabriolet Viotti, unique en Europe, 2 dans le monde. Voilà, c'est sur la berline 2100 qui est carrossée cette magnifique voiture.
Certains ont également rejoint le circuit au terme d'un rallye touristique organisé par le Moniteur de l'automobile, une bonne façon de faire rouler les Young Timers. C'est-à-dire des véhicules des années 1970 à 1999, qui en fait sont des véhicules qui n'ont pas encore la possibilité de participer à des rallyes d'ancêtres et qui veulent justement participer à un événement qui soit jeune, qui soit dynamique et qui soit justement sur la route avec un magnifique roadbook et avec des beaux événements. Tout ce beau monde est monté en piste à plusieurs reprises et ça aussi c'est la magie du Spa classique. En démonstration également à Spa, entre les courses, une splendide brochette de supercars et ultracars, de la Venturi à la Dodge Viper GTSR en passant par une Audi R8, pas la GT, la R8 qui a signé la pole position au Mans en 2000. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, elle était pilotée par McNish Ortelli et Aiello, des formats jockey, et que David Clark, son propriétaire actuel, mesure pas loin d'1,90 m. Pas moyen de changer la voiture pour rentrer dedans. Je m'assieds dessus comme un gamin sur un âne sur la plage. Mais oui, quelle machine. Fabuleux. Fabuleux. Un jour, ce proto aura peut-être autant de prestige aux yeux des collectionneurs que les voitures du Trofeo Nastro Rosso. Les belles parmi les belles, car toutes sont habillées par des maîtres carrossiers italiens à l'image de cette rarissime Aston Martin DB24 que l'on doit au crayon de Bertone et qui a sauvé à l'époque le designer italien d'une faillite annoncée. Bertone, après la guerre en 1951, a presque fait faillite. Il n'y avait pas de travail et presque rien à faire. Monsieur Arnold est arrivé et a sauvé la société avec tout le travail qu'il leur a donné. Cette voiture en particulier, sa forme, la voiture est fabriquée en acier. Il aurait été facile de la fabriquer en aluminium avec ses coins difficiles, mais il n'avait pas d'argent pour de l'aluminium et il avait de l'acier en stock. Et donc il l'a fait en acier. Je me déplace avec 70 et 80 kilos en plus parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour de l'aluminium. Les deux courses de Trofeo du week-end sont remportées par le local de l'étape, le Belge Vincent Guay, qui n'a pas ménagé sa Ferrari 275 GTBC. GTBC numéro 55. Une partie du public présent au Spa Classique était également là pour assister à la vente aux enchères Bonhams. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y en a pour toutes les bourses dans ce genre de vente. On commence avec la plus vieille qui est de 1921, une Rolls-Royce Silver Ghost, pour finir avec un modèle de 2006 qui est une Ferrari 575 Super America que vous trouvez derrière. Ensuite, on en a également pour tous les prix. On commence avec une voiture pour enfants à 3 000 € pour finir avec la superbe F1 que vous voyez derrière moi. 32,000 €. Le record de la vente est pour une Mercedes 300 SL Roadster, partie pour 1 127 000 €. Mais il y avait également moyen de s'offrir une Lotus Europe pour un peu plus de 16 000 €. Et dans ce genre de vente aux enchères, pourquoi ne pas trouver des voitures pour courir dans les différents plateaux Peter Auto ? Il y avait par exemple une Corvette identique à celle qui court en CER1. Des voitures radicales au volant desquelles il fallait adopter une philosophie de course adaptée. Celle-ci est une voiture identique à celle du team de TT Grader présent au Mans en 1973. Des voitures avec des gros moteurs, dans l'ensemble, pour l'époque en tout cas, c'était des voitures très robustes, très fiables. Donc la philosophie du Mans, c'était d'essayer d'aller
de jouer sur la fiabilité. Contrairement à d'autres marques qui étaient un peu plus performantes, c'était un peu la philosophie. Donc on a un gros moteur qui fait 7 litres 4 suivant les versions, une boîte 4 vitesses, et puis on arrive à prendre à peu près 280 km/h suivant les rapports de pompe. En GT au Spa Classique, la Corvette de marque terminait 7e, tandis que la victoire de classe revient à une mythique Porsche 911 RSR 3 litres, celle de Narak et Le Cours. Au général, la victoire est pour la Chevron B19 de Philippe Bruvilleur. Le Spa Classique est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier. Le succès de foule le confirme. Cette année encore, avec les nouveautés telles que le plateau de Euro F2 et les supercars en piste, l'équipe de Peter Otto a innové et d'ores et déjà, le rendez-vous est pris pour une nouvelle édition en 2018. Ça sera au mois de mai.